Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part c'est toujours un aussi grand bonheur et une grande joie de vous retrouver ici pour partager une nouvelle aventure. Et pour ce nouveau voyage, je vous invite à allumer vos lanternes et me suivre dans les couloirs sombres et tragiques pour cette fois de l'histoire jusqu'en 1720 à Marseille, où nous allons ensemble découvrir les horreurs d'une terrible épidémie, l'épidémie de peste qui a ravagé la ville entière et ses environs. Nous allons parcourir un peu les rues de cette ville où jonchées de cadavres, entendre le râle des mourants, les pleurs des enfants, les cris de désespoir des survivants, et sentir l'odeur de la mort dans chaque pierre. Et tout ça sur un fond de pouvoir, de puissance, de corruption, d'argent bien sûr. Mais aussi au-delà de tout ça, c'est aussi une histoire de courage, de résilience, d'anonymat. Et c'est une belle histoire aussi, une belle leçon de ce côté-là. Voilà les amis, nous sommes donc à Marseille, début du XVIIIe siècle. Marseille à l'époque est une ville qui respire fort, une ville qui ne dort jamais vraiment, une ville qui regarde la mer comme on regarde un avenir promis. Nous sommes en 1720 et Marseille est alors l'un des cœurs battants du royaume de France. Marseille, c'est un port immense, bruyant, vivant. Un port où arrivent les soies du Levant, les épices, les cotons, les tapis et les parfums d'Orient. C'est un port où l'on parle toutes les langues, où l'on négocie à voix haute et où l'or et l'argent circulent bien plus vite que les rumeurs. À cette époque, Marseille n'est pas une ville pauvre. Marseille est riche, fière et surtout ouverte. Marseille est ouverte sur le monde, ouverte sur le commerce et ouverte sur l'inconnu. Mais par contre, dans ces ruelles étroites, on vit les uns sur les autres. Les maisons sont hautes, serrées, sombres. On jette encore les déchets par les fenêtres et les animaux circulent librement dans les rues. Les odeurs sont fortes, poissons, sueur, fumier, encens, épices, et tout ça mélangé. Mais personne ne s'en plaint vraiment, car c'est le prix à payer pour vivre au centre du monde. Car Marseille en 1720, elle se croit invincible. Elle a déjà connu la peste, plusieurs fois, comme toutes les grandes villes d'Europe. Et la dernière grande épidémie remonte à 1664. On en a gardé des souvenirs flous, des récits que racontaient les grands-parents au coin du feu, des histoires anciennes, lointaines, presque irréelles. La peste, pense-t-on, appartient au passé. Et puis surtout Marseille est rassurée, puisqu'elle a mis en place un système sanitaire que l'on croit infaillible. Les lazarets, les quarantaines et les contrôles sanitaires. Chaque navire venant de régions jugées dangereuses doit attendre 30 jours, 40 jours parfois. Le mot quarantaine vient de là. Les marchandises sont aérées, les coffres ouverts, les étoffes suspendues et les hommes sont observés médicalement. Donc sur le papier, tout est sous contrôle. Mais sur le papier seulement. Car dans les tavernes du port, on boit, on parie, on rit, mais surtout, on parle. Et les marins racontent leur voyage d'Alep à Tripoli. Et ils parlent. Ils parlent de fièvre, parfois, mais toujours avec légèreté. Oh, des morts là-bas, oui, là-bas il y en a, mais là-bas c'est l'Orient, c'est loin.
L'Orient, dans l'imaginaire de l'époque, est à la fois fascinant et lointain, même irréel. Et puis il y a l'argent. Car Marseille vit du commerce oriental. Et sans lui, la ville s'effondre. Sans lui, les fortunes se figent, les dettes s'accumulent, et les notables s'inquiètent et s'angoissent. Alors quand un navire approche, chargé de tous ces trésors, on a tendance à fermer les yeux, à minimiser les risques, à croire que cette fois encore, tout ira bien. Le 25 mai 1720, un navire apparaît aussi à l'horizon. Il s'appelle le Grand Saint-Antoine. C'est un grand trois-mâts marchand, solide, impressionnant, et il revient d'un long voyage en Méditerranée orientale où il est passé par Chypre, Tripoli, Alep, des escales précieuses et des cargaisons attendues. Car à son bord, il y a des balles de coton, des soies fines, des tapis et des marchandises destinées à la Grande Foire de Beaucaire. La Grande Foire de Beaucaire, c'est l'événement commercial majeur de toute la région. Des fortunes entières reposent sur ce navire. Mais à bord du Grand Saint-Antoine, quelque chose ne va pas. Car pendant la traversée, plusieurs hommes sont morts, brutalement, dans des circonstances effroyables, dans des souffrances rapides, fièvre, bubons, délire. Le chirurgien du bord a noté des symptômes inquiétants, très inquiétants. La peste. Le mot n'est pas encore prononcé à voix haute, mais il est là, suspendu dans l'air, redouté par tous. Quand le navire jette l'ancre devant Marseille, les autorités portuaires sont alertées. Donc on inspecte, on questionne, on hésite. Officiellement, le Grand Saint-Antoine est mis en quarantaine au lazaret de l'île de Jard, puis à Pomègue. Donc, officiellement, tout est conforme. Mais, officieusement, les propriétaires de la cargaison sont puissants, très puissants. C'est des échevins, des négociants influents. C'est des hommes qui siègent aux plus hautes instances de la ville. Et chaque jour d'attente, ce sont des milliers de livres tournois qui s'évaporent. Alors, on discute. On interprète les certificats sanitaires, on réécrit la réalité. Les morts à bord, oh, rien de bien extraordinaire, fièvre ordinaire, maladie du voyage, mais vraiment rien de contagieux, vraiment rien. On fait pression, on accélère et certaines marchandises sont discrètement débarquées, transportées puis stockées en ville. Et sans le savoir ou peut-être même en le sachant trop bien, Marseille vient d'ouvrir la porte. La peste, elle, n'entre jamais en fanfare. Elle avance en silence. Car d'abord, ce sont des morts isolés. Un tailleur, une lingère. On parle de fièvre maligne, de mauvais air, d'influence astrale. Les médecins hésitent, par contre. Certains reconnaissent les signes. D'autres refusent d'y croire. Car reconnaître la peste, c'est condamner la ville. C'est fermer le port, c'est ruiner le commerce et c'est provoquer la panique. Alors, on retarde, on temporise, on se rassure. Mais pendant ce temps-là, les puces voyagent et les rats circulent. Les étoffes contaminées changent de main et s'échangent. Et la ville dense, chaude, étouffante, devient un terrain parfait. À la fin du mois de juin 1720, là il n'est plus possible de nier, car les morts se multiplient, les familles se barricadent, et le mot est enfin prononcé, la peste
Mais il est trop tard. Marseille, la fière, la riche, l'imprudente, est désormais prise au piège de sa propre confiance. Et ce qui arrive va dépasser tout ce que la ville a connu jusque-là. Quand le mot est enfin prononcé, il résonne comme un coup de tonnerre. La peste. Un mot court, un mot ancien, un mot qui fait taire les conversations. En cette année 1720 en été, on sait exactement ce que cela signifie. Pas besoin d'explication, pas besoin de sermon. La peste, c'est la mort qui circule. La mort qui frappe sans prévenir. La mort qui n'épargne ni les riches, ni les enfants, ni les hommes d'église. Et très vite, la ville change de visage, car les portes se ferment, les fenêtres se barricadent et les rues se vident. Ou plutôt non, elles se remplissent, mais elles se remplissent autrement. Les premiers jours, on tente encore de maintenir une illusion de normalité et les autorités municipales leur donnent des mesures tardives et maladroites. On isole certains quartiers, on interdit des déplacements, on poste des gardes, mais Marseille est une ville trop dense, trop imbriquée, trop vivante. Les familles vivent à 10, parfois plus, dans quelques pièces. Les escaliers sont communs, les puits d'eau sont partagés et les toilettes collectives. La peste n'a même pas besoin de forcer, elle est déjà partout. Du coup, les médecins sont convoqués. Ils portent de longues robes noires. Certains se couvrent le visage d'étranges masques en forme de bec remplis d'herbes aromatiques, car on croit, à l'époque, que les mauvaises odeurs transmettent la maladie. On se protège comme on peut. Mais la médecine de l'époque est démunie. Donc, on utilise les moyens d'époque. On saigne, on brûle, on purifie l'air avec du vinaigre, avec du soufre. Des feux sont allumés dans les rues. Mais bien sûr, rien n'arrête la progression. Et très vite, les malades eux-mêmes tombent malades. Certains fuient, d'autres meurent à leur tour. La ville commence à comprendre une vérité terrible. Elle est seule face à tout ça. À mesure que l'été avance, la peur s'installe durablement. On reconnaît les signes. La fièvre brutale, les frissons, les bubons. Les bubons, ces gonflements noirs, douloureux à l'aine, sous les aisselles et au cou. Et quand ils apparaissent, il n'y a plus d'espoir. Les familles cachent leurs malades, par honte, mais aussi par peur d'être murées vivantes. Car oui, vous avez bien entendu, quand un foyer est déclaré contaminé, on cloue la porte pour empêcher toute sortie. Donc c'est condamner les vivants avec les mourants. La peste ne tue pas seulement par la maladie, elle tue aussi par l'isolement. Dans les rues, une nouvelle profession apparaît. Les corbeaux. Alors les corbeaux, c'est des hommes vêtus de manteaux sombres, souvent des repris de justice ou des miséreux. Ils ramassent les cadavres, ils les empilent sur des charrettes et les transportent vers les fosses communes. Ils sont payés pour ça, bien mieux que beaucoup d'autres. Mais bien sûr, leur espérance de vie est courte. Les cadavres jonchent parfois les escaliers, les seuils, les lits. On ne les enterre plus individuellement, on les jette. On les jette dans des fosses creusées à la hâte, dans des terrains vagues, dans les anciens bastions. La mort devient banale, visuelle, omniprésente. Les églises ne se désemplissent pas. On prie, on implore, on promet. Les processions se multiplient. On porte des reliques dans les rues, on invoque la colère divine, car beaucoup pensent que la peste est un châtiment pour les excès, pour l'orgueil,
pour tous les péchés de la ville. Mais bien sûr, ces rassemblements, ironiquement, accélèrent bien entendu la contagion. La foi, cette fois, ne protège pas. Et puis très vite, Marseille est coupée du monde. Les villes voisines dressent des barrières. On poste des soldats aux frontières de la Provence et on tire parfois sur ceux qui tentent de fuir. Le port est fermé, les navires sont tous refoulés et la mer elle-même devient hostile. Marseille devient une île, mais une île malade. Et à l'intérieur, l'ordre social se fissure, car les riches fuient quand ils le peuvent vers leurs bastides ou vers la campagne. Mais les pauvres restent. Ce sont eux qui meurent le plus, entassés, affamés, abandonnés. La famine commence aussi à poindre, car les marchés se vident et les prix explosent. La peste n'arrive jamais seule, elle est toujours suivie de la faim. À la fin de l'été 1720, la situation est complètement hors de contrôle. Des centaines de morts par jour, puis des milliers. Les registres ne suivent plus, on ne compte plus, on estime. Marseille n'est plus une ville. Marseille, c'est un corps fiévreux, un corps qui tremble, qui suppure, qui se vide de sa substance. Et pourtant, au cœur de ce chaos, certains restent, des hommes qui refusent de partir, qui refusent de détourner le regard. Ils vont devenir, malgré eux, les visages de cette tragédie. Et parmi eux, un nom va émerger. Le chevalier Rose. Et son rôle dans cette ville à l'agonie sera décisif. En 1720, à l'automne, Marseille ne ressemble plus du tout à la ville qu'elle était quelques mois auparavant. Les rues sont silencieuses, mais c'est un silence épais, étrange, presque matériel. Il est parfois rompu par le grincement d'une charrette ou par un cri derrière une porte close. Car la peste a tout pris. La voie des marchés, le tumulte du port, la rumeur de la ville. Il ne reste plus que l'essentiel, le minimum, la peur, la fatigue et la mort. Et c'est dans ce décor que certains hommes choisissent quand même de rester. Oh, pas pareil au héroïsme affiché, pas pour la gloire, mais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et parmi eux, un officier du roi, un homme droit, méthodique, déterminé. Son nom, Nicolas Rose. On l'appellera plus tard le Chevalier Rose. Et il arrive à Marseille avec une mission claire. Maintenir l'ordre, organiser l'assainissement et empêcher l'effondrement total. Autrement dit, faire tenir debout une ville déjà morte. Le Chevalier Rose comprend très vite l'ampleur du désastre. Les quartiers entiers sont abandonnés, les cadavres s'accumulent, les fosses débordent, et l'un des pires foyers qui se trouve près de l'esplanade de la Tourette voit une zone où les morts jonchent le sol, où personne n'ose plus passer. Les habitants ont fui, et les corbeaux, ces hommes noirs qui refusent d'y aller pour ramasser les cadavres. Même les soldats hésitent. Mais Rose, lui, ne discute pas. Il réunit une poignée d'hommes, des volontaires, souvent des condamnés, graciés pour la tâche, et ils entrent dans le quartier. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce que les mots peuvent décrire. Des corps gonflés par la chaleur, des visages méconnaissables, des familles entières mortes sur place. Mais Rose, Nicolas Rose, reste. Il ne recule pas. Pendant plusieurs jours, il organise le ramassage des cadavres. Il supervise, il aide, il impose le mouvement. On dira plus tard qu'il a sauvé Marseille, mais la vérité est bien plus sombre. Il a simplement empêché
qu'elles ne disparaissent complètement. Mais le chevalier rose n'est pas seul, car dans l'ombre, d'autres agissent, des prêtres qui administrent les derniers sacrements, des religieuses qui soignent sans protection, des médecins conscients qu'ils signent leur arrêt de mort. Ils le savent, mais ils restent quand même. Certains meurent au bout de quelques jours, d'autres tiennent des semaines. Leur courage n'est pas spectaculaire, il est silencieux, usé, humain. Puis face à eux, il y a ceux qui profitent, comme les pillards, les faux médecins, les vendeurs de remèdes miracles. On promet l'immunité contre quelques pièces. On vend des potions inefficaces. On vole les maisons qui sont désertées. La peste révèle ce que les hommes portent en eux, le pire. Mais parfois aussi le meilleur. Les autorités religieuses tentent de reprendre la main. On organise de grandes cérémonies, on invoque Saint-Roch, protecteur contre la peste. Des statues sont dressées, des prières répétées sans fin. Mais bien sûr, la maladie n'écoute pas. Elle frappe les dévots comme les autres. Et peu à peu, la foi change de nature. Elle n'est plus un espoir de guérison. Elle devient un accompagnement vers la mort. Et puis l'hiver approche. Et avec lui, un léger ralentissement de la contagion, car le froid tue une partie des puces. Les déplacements diminuent, mais le mal est déjà profondément enraciné. Sur 90 000 habitants, Marseille va perdre près de la moitié de sa population. C'est des chiffres vertigineux. Mais derrière ces chiffres, derrière eux, il y a des vies, des histoires, des prénoms oubliés. À la fin de 1720, la ville tient encore, mais à peine. Elle tient grâce à quelques hommes, quelques femmes, quelques gestes répétés jusqu'à l'épuisement. Mais le combat est loin d'être terminé, car la peste, elle n'a pas dit son dernier mot. Et puis commence l'année 1721 dans un étrange calme. Un calme trompeur, un calme qui ne rassure vraiment plus personne, car la peste est toujours là. Bon, elle ne frappe plus par vagues soudaines, mais par une présence constante, comme une ombre qui ne se retire jamais, tout à fait. Les habitants qui restent, eux, par contre, ont changé. Ils ne crient plus, ils ne fuient plus, ils avancent mécaniquement. La mort fait désormais partie du décor. Chaque matin, les charrettes passent, elles suivent des itinéraires connus, les mêmes rues, les mêmes places. Les corps sont déposés devant les maisons pendant la nuit enveloppés dans des draps, ou parfois simplement à même le sol. Il n'y a plus de veillées funèbres, plus de prières connectives, plus d'adieux. Les morts sont pris en charge comme des objets, par nécessité et par survie mentale. Les fossoyeurs travaillent sans relâche. Ils creusent dans une terre saturée de cadavres, où l'odeur est insoutenable. On utilise de la chaux vive, puis on referme vite et on passe au suivant. Les cimetières sont pleins depuis longtemps, alors on improvise. Des fosses communes apparaissent partout, aux portes de la ville, dans des terrains vagues, dans d'anciens bastions. Des milliers de corps, empilés, sans nom. La mémoire individuelle disparaît. La mort devient collective. Dans les maisons, la vie continue, mais elle continue autrement. On apprend à reconnaître les signes très tôt, à isoler un malade avant qu'il ne contamine toute la famille, à dormir séparément, à ne plus rien toucher, à ne plus se toucher, car les gestes simples deviennent dangereux. Une étreinte, une main posée sur une épaule, l'amour lui-même devient suspect, car certains parents abandonnent leurs enfants malades et certains enfants ferment la porte à leurs parents. Alors, ce n'est pas de la cruauté sur le coup, c'est de la peur pure. La nourriture manque toujours. Les convois arrivent difficilement, sous escorte, au compte-gouttes. On distribue du pain,
la soupe claire. Et la faim est là. Et la faim affaiblit les corps. Et un corps affaibli résiste moins à la maladie. Le cercle est parfait, implacable. Les médecins notent, quand ils le peuvent encore, et ils observent que ceux qui survivent ont souvent eu une forme plus légère ou une exposition différente. Et sans le savoir, ils posent les bases d'une compréhension future. Mais pour l'instant, cette connaissance n'aide presque personne. La médecine avance trop lentement, car la mort va beaucoup plus vite. Dans la ville, certains quartiers commencent pourtant à respirer. Quelques rues restent silencieuses, mais sans nouveaux morts. On y voit un signe, un espoir fragile, et les autorités osent parler, enfin, de rémission, avec beaucoup de prudence et de superstition, car on sait que la peste peut revenir. Et le chevalier rose est toujours là, épuisé, amaigri et debout. Il continue d'organiser, de répartir, de tenir. Oh, il ne sera pas récompensé tout de suite, mais son nom commence à circuler, comme celui d'un homme qui n'a pas fui. À mesure que les semaines passent, quelque chose change dans les regards. La peur se transforme en lassitude, puis en une forme d'acceptation. Ceux qui sont encore en vie comprennent qu'ils ont traversé quelque chose d'irréversible, car Marseille ne sera plus jamais la même. Et puis le printemps 1722 arrive enfin, mais il arrive sans fanfare. Pas de cri de joie, pas de célébration, seulement un constat progressif, presque timide. La peste recule. Mais elle ne disparaît pas brutalement, elle s'efface, à petits pas, comme si elle hésitait à quitter une ville qu'elle a si profondément marquée. Les décès deviennent plus rares, et les charrettes passent moins souvent. Les portes restent ouvertes un peu plus longtemps. Marseille respire à nouveau, faiblement, avec méfiance. Ceux qui ont survécu sortent lentement de chez eux et ils redécouvrent la lumière, le ciel, la mer. Mais rien, plus rien ne ressemble à ce qu'ils ont connu, car la ville est mutilée. Les quartiers entiers sont vides, des maisons sont murées et des commerces fermés à jamais. On estime qu'entre 40 000 et 50 000 personnes sont mortes à Marseille et dans ses environs. Presque une personne sur deux. Chaque rue porte un souvenir. Chaque pierre a vu passer la mort. Mais maintenant, il faut nettoyer, brûler, désinfecter, rebâtir. On détruit des maisons qui ont été trop contaminées, on aère les rues, on revoit l'organisation urbaine. La peste laisse derrière elle une obsession nouvelle. La propreté, l'air, la circulation. Et sans le savoir, Marseille entre aussi dans une autre époque. L'époque des règlements de compte. On enquête enfin sur les responsabilités. On enquête sur le grand Saint-Antoine, sur les décisions prises, sur les pressions exercées. Certaines personnes seront jugées, mais d'autres, bien sûr, protégées. Car la vérité, elle, reste inconfortable. La peste n'est pas entrée par hasard. Elle n'est pas entrée sur un coup de hasard. Elle est entrée par orgueil, par cupidité, par déni. Le chevalier rose reçoit enfin reconnaissance et honneur. Son nom entre dans l'histoire officielle avec des statues, discours, mémoires. Mais à côté de lui, il y a des milliers d'autres noms qui ne sont jamais retenus. Des femmes qui ont soigné, des hommes qui ont porté les corps, des enfants devenus adultes trop tôt. Car la peste ne choisit pas ses héros, mais l'histoire si, elle les trie. La ville reprend lentement vie. Le port rouvre, les navires reviennent et le commerce repart petit à petit.
Mais quelque chose a changé à jamais. Marseille sait désormais qu'elle peut mourir. Et cette conscience ne la quittera plus. Pendant longtemps, on parlera de la Grande Peste comme d'un point de rupture, d'un avant et d'un après. On transmettra les récits, les peurs, les silences. La mémoire collective garde une trace invisible mais profonde. Car les épidémies passent, les villes survivent, mais les cicatrices, elles, demeurent. Car derrière les chiffres, il y a toujours des vies, des visages, des histoires que le temps n'efface jamais complètement. Bien sûr, Marseille s'est relevée, comme toujours. Mais en 1720, elle a pris une leçon brutale. Le danger n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, il entre doucement à bord d'un navire. Et avant de refermer cette histoire, il reste quand même une vérité à regarder en face. Car la peste de 1720 n'est pas arrivée à Marseille par fatalité. Elle n'est pas entrée par surprise ou par hasard. Elle est entrée par choix. Le navire qui a apporté le mal s'appelait le Grand Saint-Antoine. Son capitaine, Jean-Baptiste Château. Pendant la traversée, plusieurs hommes sont morts à bord et les symptômes étaient clairs. Trop clairs. Le capitaine Château le savait. Les autorités portuaires le savaient. Et pourtant, le navire a été autorisé à approcher. Vous allez vous demander pourquoi, mais tout simplement parce que dans ces cales reposait une cargaison estimée à 300 000 livres tournois, plusieurs millions d'euros actuels, une vraie fortune. Les soies, les cotons, les étoffes et beaucoup de marchandises destinées à la super grande foire de Beaucaire. Et parmi les propriétaires de cette cargaison se trouvait un homme clé, Jean-Baptiste Estel, premier échevin de Marseille. C'est l'homme qui est chargé de protéger la ville. Et il est directement intéressé à ce que le navire entre rapidement dans le port. Alors les règles ont été assouplies. Les certificats sanitaires interprétés, la quarantaine contournée, certaines marchandises ont quitté le lazaret avant la fin officielle de l'isolement. Elles sont entrées en ville, ont été stockées, échangées, et bien sûr avec elles, la peste. Après la catastrophe, il a fallu des coupables, bien sûr. Donc le capitaine du bateau, le capitaine Château, il a été arrêté, emprisonné au château d'If, condamné, mais il n'a pas été exécuté. Il a fini par être libéré. Quant aux véritables décideurs, eux, bien sûr, ont été protégés. L'histoire officielle a parlé de malchance, de négligence, d'erreur humaine. Mais la vérité est plus simple et bien plus dérangeante. Marseille a été contaminée parce que l'argent est passé avant la vie. La peste a tué près de la moitié de la ville. Et pas seulement à cause d'un bacille ou d'un virus, mais à cause d'un silence, d'un déni, d'un choix. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'une épidémie, c'est aussi celle d'une responsabilité. Voilà les amis pour cette histoire tragique de cette épidémie de peste qui a fait beaucoup, comme vous l'avez entendu, énormément de dégâts. J'espère que cette histoire vous a interpellé ou vous aura intéressé. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence sur cette chaîne, pour votre écoute, pour continuer grâce à vous à faire voyager ces petites histoires que j'avoue encore une fois avoir grand plaisir à partager avec vous. Écoutez les amis, en attendant de prochaines aventures, prenez bien soin de vous, de votre vie, de tout ce que vous aimez.
Et puis je vous dis à très très vite pour de nouveaux voyages. Gardez donc vos lanternes à portée de main car nous allons encore beaucoup traverser de couloirs sombres, des énigmes, des mystères, à la rencontre aussi de personnages célèbres. Mais je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous sur le prochain podcast. À bientôt les amis.